Je m'appelle Isabelle Chouine, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis écologue. Je travaille sur l'impact des changements climatiques sur la forêt. Bonjour Isabelle Chouine. Bonjour. 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 Merci d'être venu pour répondre à nos questions aujourd'hui sur le climat. Alors tout d'abord, on aimerait savoir ce que c'est votre spécialité, connaître un peu plus votre métier et puis savoir un peu à quoi ressemblent vos journées dans votre métier. Je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille sur les forêts et notamment sur l'impact du changement climatique sur les forêts. Qu'est-ce qui vous a décidé à vraiment vous pencher sur le climat ? Quand j'ai commencé mes études, on ne parlait pas du changement climatique. Ce qui m'intéressait, moi, à la base, c'était de comprendre comment les êtres vivants s'adaptent en fait, à leur environnement. Pourquoi une plante est capable de vivre quand il fait 40 degrés derrière ça, pour moi, c'était de comprendre comment les espèces se diversifiaient, parce que derrière tout ça, c'est la sélection naturelle qui est à l'œuvre. Et quand le changement climatique a été bien établi, voilà, quand on a commencé à comprendre qu'il allait changer très très fortement, très naturellement, ça s'est imposé à moi et à mes recherches, donc je ne pouvais plus continuer à faire la même recherche sans tenir compte du changement climatique. Et là, mes questions sont un peu... Elles ont changé. Enfin, voilà, il fallait que je dédie maintenant mes recherches à ça, quoi. Vous êtes écologue, c'est une notion qu'on ne connaît pas toujours très bien et c'est un terme qui ressemble beaucoup au terme d'écologiste, qu'on connaît un petit peu plus à notre âge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux mots ? Donc effectivement, un écologue est un scientifique et l'écologie est une science qui est à l'interface, ce qu'on appelle des sciences de la vie et des sciences de l'univers, puisqu'on étudie comment les êtres vivants interagissent avec leur milieu, donc avec le milieu physique, et avec les autres espèces, le milieu qu'on appelle biotique. Ça n'a pas grand-chose en fait à voir avec l'écologie au sens développement durable en fait. On n'est plus vraiment dans la science de l'écologie, on est plus dans la science du développement durable parce qu'on aimerait atteindre un développement qui soit soutenable pour l'ensemble du monde vivant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être sûr de l'impact des humains sur la biodiversité et si oui, comment est-ce qu'on peut être sûr de cet impact ? Quand on dit impact sur la biodiversité, il y a beaucoup de choses. Alors, si je reprends les causes de perte de biodiversité, actuellement, la première cause, c'est la destruction des habitats naturels par l'homme, par ses activités. Et puis ensuite, il y a la dégradation des habitats naturels, qui est la deuxième cause, donc la pollution de l'environnement par différentes substances chimiques qui altèrent leur performance et leur survie in fine et leur capacité à se reproduire. Et la troisième cause, c'est le changement climatique. Actuellement, c'est la troisième cause, mais on prédit qu'il deviendra la première cause avant la fin du siècle. Et bon, il y a une dernière cause qui est liée aux invasions biologiques. La mondialisation a fait qu'on a accidentellement introduit des espèces dans un milieu où elles n'existaient pas et cette espèce peut se révéler envahissante, c'est-à-dire exclure par compétition les espèces endémiques qui étaient déjà présentes. J'aimerais comprendre en quoi la déforestation impacte fortement les écosystèmes. La déforestation impacte déjà l'écosystème forestier en lui-même. Donc on détruit un écosystème. Les forêts sont les écosystèmes les plus riches en termes de biodiversité. Ce sont les écosystèmes qui hébergent la plus grande diversité d'espèces, végétales, animales. Et c'est un écosystème qui est très important pour l'homme parce qu'il fournit un grand nombre de services à l'homme. La végétation, et notamment les forêts, et notamment les forêts tropicales, échangent de l'énergie et des gaz avec l'atmosphère et participent en fait à la dynamique du système climatique. Détruire une forêt, ça a d'énormes conséquences de différentes sortes en fait, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Quel est l'impact du dérèglement climatique sur les forêts aujourd'hui ?
Alors, le changement climatique, actuellement, il a un impact surtout fort sur les forêts qu'on dit tempérées et boréales, moins sur les forêts tropicales. Bon, elles sont un peu victimes de la déforestation, mais liées à l'activité humaine directement. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure là, des années qui passent que les forêts absorbent de moins en moins de carbone et elles en émettent de plus en plus, non pas parce qu'elles brûlent, bon, ça peut être du fait des grands incendies, on en a eu beaucoup ces dernières années, mais du fait, en fait qu'elles dépérissent. C'est-à-dire que l'augmentation de la température fait que la quantité d'eau dans le sol s'épuise rapidement, puisqu'il y a l'évaporation du sol et la transpiration des plantes qui est plus importante parce qu'il fait plus chaud. Donc les arbres ont de moins en moins d'eau en fait, et l'eau est essentielle à leur survie comme nous tous. Donc on a des forêts qui commencent à dépérir dans de nombreux endroits du globe et donc n'absorbent plus le carbone mais vont devenir en fait ce qu'on appelle source de carbone. Donc ça c'est une préoccupation importante actuellement. Quelles sont les alternatives et les solutions que la nature pourrait nous offrir dans cette lutte contre le dérèglement de notre environnement ? Alors, il y a actuellement des solutions que l'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont beaucoup étudiées. Ce sont des solutions qui consistent en fait à restaurer des milieux naturels dégradés ou conserver des milieux naturels qui rendent des services à l'homme, des services dits écosystémiques, par exemple de régulation du cycle de l'eau, cycle du carbone ou de climatisation. Certaines de ces solutions permettent en fait d'atténuer le changement climatique ou de s'adapter au changement climatique. Donc ce sont en fait des solutions un peu gagnant-gagnant où à la fois on aide la biodiversité à se maintenir et à la fois on essaye de régler le problème du changement climatique. Comment nous, en tant que jeunes, on peut faire en sorte de faire avancer la recherche ? Il existe ce qu'on appelle des programmes de sciences participatives. Ils invitent le grand public à participer à des travaux de recherche. Je voudrais savoir si moi, qui suis donc étudiant en droit, qui n'ai pas de compétences particulières en sciences, qui ne suis pas très renseigné dans ce domaine, est-ce que je peux aussi participer ? Est-ce que moi aussi je peux aider à la recherche ? Oui, bien sûr. En fait, dans ce programme, on a beaucoup d'écoles qui participent. Ça va des classes de primaire jusqu'au lycée. Donc, on n'a pas besoin de prérequis en sciences pour participer. On a un protocole très simple qui a été élaboré par les chercheurs, mais de manière très simple pour être suivi par tout le monde, y compris des enfants. Donc, pas de souci. Et il existe plein d'autres programmes de sciences participatives. Le Muséum d'histoire naturelle en a beaucoup également. Donc voilà, c'est un exemple assez concret de comment s'impliquer à tout âge dans la recherche actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos connaissances sur le sujet du climat, vous avez encore espoir d'une action concrète des politiques, puisque ça fait des années que vous alertez sur le changement climatique, et de plus avec les retours en arrière qu'on peut voir, comme la réintroduction des néonicotinoïdes, est-ce qu'on a encore espoir aujourd'hui d'une action concrète ? Il faut garder espoir. Sans espoir, il n'y a plus d'action possible. Donc, oui, moi je garde espoir et j'ai notamment un grand espoir en vous en fait. Je pense que c'est vraiment les jeunes générations qui vont pouvoir changer les choses. Donc c'est important de garder espoir. Alors justement, en parlant des jeunes, comment vous pensez qu'on pourrait intéresser plus les jeunes, plus solliciter les jeunes pour qu'ils se sentent soit plus concernés, soit qu'ils voient plus de possibilités concrètes de ce qu'eux peuvent faire pour aider à cette transition ? Il faut communiquer le plus largement possible avec des messages très simples. Et il y a beaucoup d'actions en fait, qu'on peut mener chacun individuellement pour faire changer les choses. On peut en citer quelques-unes. Je ne sais pas si vous avez une idée, vous, de qu'est-ce que vous pourriez faire à votre échelle pour faire changer un peu les choses. Moi, j'ai souvent entendu dire que devenir végétarien, c'était un geste qui permettait effectivement de réduire
considérablement sa consommation en carbone et aussi en eau. Oui, c'est vrai. Alors, on peut devenir végétarien ou tout simplement déjà manger beaucoup moins de viande. En mangeant moins de viande, on mange aussi de la viande de meilleure qualité, c'est-à-dire produite dans des élevages plus respectueux des animaux. Donc, c'est un bon exemple et que tout le monde peut suivre. Vous en connaissez d'autres ? Moi, je voulais rebondir déjà parce que je suis déjà végétarienne et qu'en plus, je pense que peut-être au-delà de ce qu'on peut faire soi, il y a aussi des actions locales à mener, notamment sur la biodiversité. Par exemple, des projets destructeurs pour les écosystèmes. Donc, je pense que aussi, ce qui peut être une solution, c'est de mener peut-être pas des actions à grande échelle en allant vers les politiques, puisqu'ils ne réagissent pas, mais peut-être aller dans une échelle plus locale pour essayer de sauver la biodiversité et les écosystèmes qui sont présents près de chez nous. Oui, c'est vrai que c'est plus facile de faire bouger les choses localement sur des actions comme ça qu'à l'échelle mondiale. Donc, effectivement. Par exemple, à Paris, le but d'Anne Hidalgo, c'était qu'il n'y ait plus du tout de voitures dans Paris. Donc, par exemple, vraiment passer à des moyens de locomotion comme le vélo ou surtout les transports en commun. Donc voilà, c'est ce genre d'actions-là en fait qui peuvent vraiment au bout d'un moment changer quelque chose. Oui, le problème du transport, c'est la deuxième action la plus forte qu'on peut avoir. Effectivement, de passer à des déplacements doux, soit à transport en commun qui utilise des énergies non fossiles, soit le vélo, la trottinette. Voilà, donc ça c'est vraiment un impact qu'on peut tous avoir et qui sera vraiment très fort. Et puis tout ce qui est aussi économie d'énergie. Et là il y a encore des gros efforts à faire et qu'on peut faire, et qu'on sait faire. Je veux dire, techniquement, en fait on connaît toutes les solutions. Il faut réussir à les mettre en œuvre, il faut réussir à convaincre nos sociétés à changer d'habitude en fait. Est-ce que, pour finir cette interview, vous avez un mot pour la jeune génération ? Oui, c'est qu'on a besoin de vous. On fonde de grands espoirs, moi, personnellement, dans les jeunes générations, parce que je pense que c'est vous qui allez nous sortir de là. Bonjour, je m'appelle Étienne Gis et je vous parle au nom de l'Académie des sciences, qui organise ces petites vidéos que vous êtes en train de suivre sur les conversations sur le climat. Quand j'étais enfant, la science qui me passionnait, c'était l'astronomie. C'était pour moi magique de voir les Américains qui marchaient sur la Lune. Aujourd'hui, si j'avais 15 ans, c'est sûr, ce qui me passionnerait, ce serait la science du climat. Car il y a toutes sortes de sciences. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, tout y est. Et je trouve que la possibilité de mélanger toutes ces sciences aujourd'hui, pour des jeunes, pour leurs professeurs, c'est une opportunité extraordinaire. Je suis entouré ici par ces portraits de tous ces gens qui m'impressionnent beaucoup. Je vois le marquis de Laplace, je vois Lalande, je vois tous ces grands astronomes du passé. Tout ça est passionnant, mais la passion d'aujourd'hui, je crois, c'est la science du climat qui offre toutes les possibilités à des jeunes et à leurs professeurs. Donc j'espère, je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se passionner pour cette science qui est un peu compliquée parce qu'il s'agit de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. C'est tout à fait passionnant.